À la une de l'actualité de ce mercredi 5 février, une vaste campagne de rattrapage vaccinal en cours dans l'ouest guyanais. 14 volontaires de la réserve sanitaire sont impliqués dans cette opération visant à protéger un maximum de personnes, en priorité les enfants. On y revient dès le début de ce journal. Je viens comprendre, apprendre et proposer. Ce sont les mots d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre et candidat déclaré à la présidentielle est arrivé hier en Guyane pour une visite de 3 jours. Une seconde vie pour les anciennes rizières de Mana. La riziculture ne sera pas relancée, mais le site composé d'un écosystème riche pourrait proposer de l'écotourisme. Une convention a été signée hier, on y revient. Et puis à Cayenne, après la fermeture de l'école Vendôme en raison de travaux, les enseignants et les parents s'organisent pour la continuité pédagogique. Enfin, la photographie pour éveiller les consciences, c'est ce que propose Gerno Odang. Ce photographe se lance dans un projet expérimental visant à traduire le son en images. Les précisions à la fin de cette édition. Voici le journal de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, une campagne de rattrapage vaccinal a commencé dans l'ouest guyanais. Croix-Rouge, Chog, PMI ainsi que 14 volontaires de la réserve sanitaire sont sur le pont depuis hier. Objectif, vacciner le plus de monde possible et en priorité les enfants de 0 à 6 ans. On le rappelle qu'au mois de septembre, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais avait recensé une vingtaine de cas de coqueluche chez des enfants. Mais cette campagne gratuite et qui va durer jusqu'au 22 février ne se limite pas qu'à la coqueluche. L'ensemble des vaccins obligatoires seront proposés, ainsi que ceux contre la rougeole et la fièvre jaune. Louis Valentin est pharmacien au pôle veille et sécurité sanitaire à l'ARS. Selon lui, entre 50 et 70 enfants pourraient être vaccinés tous les jours. On ne sait pas combien de personnes vont se rendre dans les PMI et dans les différents sites PMI, Croix-Rouge, Ancien Chog. Maintenant, les équipes sont dimensionnées globalement et ils peuvent voir autour de 50 à 70 enfants par jour. À savoir, voilà, que si jamais ça marche mieux que ce qu'on aurait pu l'imaginer, on préviendra bien sûr les gens qui pourront revenir dès notre retour et que la vaccination ne s'arrête pas au départ de la réserve. C'était tout l'intérêt aussi de se baser sur les secteurs qui sont sur place, mais aussi tous les libéraux qui vaccinent. La vaccination ne s'arrête pas au passage de la réserve, ça c'est très important de le comprendre. Tous ceux qui, quelle que soit la raison, ne seraient pas vaccinés là mais sauteraient le faire, il existe plein de solutions pour obtenir des vaccinations facilement. 10 000 doses de vaccins ont été achetées au niveau de la Croix-Rouge. Il faut savoir que ces vaccins sont aujourd'hui pour la plupart encore basés dans le stock de la Croix-Rouge à Cayenne. Donc voilà, il y a tout un système logistique qui est mis en place pour rapatrier un maximum de vaccins autant que possible, autant qu'on en a besoin sur Saint-Laurent. À ça s'ajoutent aussi les vaccins de la CTG dans les PMI pour leur public de 0 à 6 ans. Les vaccins CTG sont aussi utilisés. Donc le stock de ces 10 000 vaccins ne correspond pas à l'unique stock dont on dispose pour cette campagne. Louis Valentin, pharmacien au pôle veille et sécurité sanitaire à l'ARS, il répondait à Victor Zamit. Édouard Philippe en Guyane durant 3 jours. Je viens comprendre, apprendre et proposer, ce sont les mots d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre et candidat déclaré à la présidentielle est arrivé hier en Guyane pour une visite de 3 jours. Il a commencé son séjour par un échange avec Sandra Trochimara. La maire de Cayenne lui a présenté les problématiques qui touchent la ville capitale, immigration, insécurité, habitat insalubre, renforcement de l'attractivité du centre-ville. Durant son séjour, Édouard Philippe enchaînera plusieurs rencontres avec des élus locaux, des acteurs économiques et des visites de sites stratégiques comme le Grand Port Maritime ou encore un site d'orpaillage illégal. Édouard Philippe explique l'objectif de sa visite. Je viens en Guyane, comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis 3 ans. Je parcours le pays, je parcours la France pour apprendre, comprendre, réfléchir, rencontrer des élus, rencontrer des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, découvrir des problématiques. Et je suis très heureux de revenir en Guyane. Je dis revenir parce que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, il y a maintenant 25 ans, j'ai eu l'occasion de visiter très régulièrement la Guyane. À l'époque, je travaillais pour le CNES et j'étais un conseil juridique du CNES, donc je venais très souvent sur place et j'en avais profité pour essayer de faire du tourisme, pour essayer de découvrir un territoire qui est extrêmement fascinant. Cette immense étendue de forêt, ce littoral incroyable. Donc je suis très heureux de venir ici pour découvrir des exploitations agricoles, essayer de bien saisir les problématiques et les enjeux, et aussi les atouts de la Guyane, parce que ce qui me frappe ici, c'est la diversité de ce territoire, la présence de très nombreuses richesses, et la question permanente de savoir si
elles sont suffisamment exploitées, si elles sont bien exploitées et si leur exploitation permet le développement du territoire et de la population guyanaise. Et puis le patron d'Horizon, un parti peu représenté en Guyane, devra aussi trouver des soutiens sur place en vue de l'élection présidentielle de 2027. Édouard Philippe explique sa méthode. La seule méthode que je connaisse, qui consiste d'abord à écouter, ensuite à réfléchir, ensuite à proposer et puis enfin à faire. Ça peut sembler très simple, c'est empreint de bon sens, mais je ne sais pas faire autrement. Donc d'abord on écoute et on apprend, ensuite on réfléchit, ensuite on propose, parce que dans une démocratie il faut proposer, et puis ensuite les électeurs ils choisissent, et s'ils vous choisissent, ensuite vous faites et vous avez un impératif, vous devez réussir et vous devez faire ce sur quoi vous êtes engagé. Voilà. C'est comme ça que je vais travailler ici et ces 3 jours passés très tranquillement. Je ne viens pas entouré d'une presse nationale pour me mettre en scène, je viens pour avoir les rencontres les plus authentiques possibles. Quand je suis arrivé ici à la mairie de Cayenne, Madame le maire m'a dit « Ici ce qui compte c'est l'authenticité ». Je vais la prendre au mot parce que je pense que c'est un très bon conseil. Édouard Philippe sera dans la matinale de Radio Pays, ce sera dans l'invité du 7h vendredi. En politique toujours, le Sénat adopte à l'unanimité la proposition de loi contre le narcotrafic, une avancée saluée par la sénatrice Marie-Laure Phinera-Horth. Ce texte, issu des travaux d'une commission d'enquête dont elle était vice-présidente, prévoit notamment la création d'un parquet national anti-criminalité organisée et la confiscation des biens d'origine douteuse. Toutefois, la sénatrice guyanaise regrette l'absence de mesures spécifiques à la Guyane et aux Antilles, notamment en matière de prévention et de réinsertion des jeunes. Le texte doit désormais être examiné par l'Assemblée nationale. Taxe sur les billets d'avion, les compagnies aériennes disent avoir besoin de stabilité fiscale. Les compagnies ont exprimé hier leur opposition à l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion prévue dans le budget de 2025. À partir du 1er mars, cette taxe passerait de 2,63 € à 7,30 € pour un vol en classe économique vers l'Hexagone ou l'Europe. La Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, la FNAM, déplore une décision prise sans étude d'impact qui pénaliserait la compétitivité du secteur et menacerait plusieurs milliers d'emplois. Elle appelle à une stabilité fiscale pour permettre aux compagnies de financer leur transition écologique. L'Union des aéroports français juge cette hausse économiquement irresponsable. L'exemption des Outre-mer reste en attente de validation par la Commission européenne. Une seconde vie tournée vers l'écotourisme et l'ornithologie pour les rizières de Mana. Le GEPOG, le groupe d'études et de protection des oiseaux, et la mairie de Mana ont signé hier une convention de gestion du domaine terrestre et maritime du conservatoire du littoral du site de Pointe-Isère sur une durée de 6 ans. Son objectif est de faire revenir des oiseaux migrateurs sur ce lieu. Les volatiles migrent en effet de l'Amérique du Nord pour se reproduire vers l'Amérique du Sud. Ils trouvent dans les rizières un lieu adapté pour se nourrir et se reposer. Un site où on retrouve plus de 200 espèces d'oiseaux, dont certaines très rares qui voient leur population s'effondrer. Alors depuis les années 2010 et l'arrêt de la riziculture, les conditions d'accueil des oiseaux sont devenues de moins en moins favorables. La convention va permettre de mettre en place certains projets, selon Catherine Corlet, responsable de l'antenne du Conservatoire du Littoral. Alors il y a plusieurs missions. Ce qui a été validé dans le cadre du plan de gestion, c'est une mission d'ouverture au public, bien sûr la mission de protection de l'environnement et en particulier de la vie-faune, bien sûr la mise en place de parcelles pour les agriculteurs pour faire de l'élevage extensif, parce qu'on a besoin de maintenir les milieux ouverts. On a besoin aussi de travailler sur la gestion du trait de côte. Donc voilà, donc c'est plusieurs choses qu'on va mettre en place sur le site avec les partenaires. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir enfin ouvrir le site au public. Alors le GEPOG fait déjà des animations, mais on va pouvoir passer sans doute à une dimension un peu plus importante. On peut voir les animaux et en général on voit de la vie faune. Donc du coup, c'est de pouvoir montrer au public la richesse de ce patrimoine-là, faire une découverte accompagnée avec le GEPOG, parce que le GEPOG peut donner des explications sur ce qu'on voit, sur des populations d'oiseaux, etc. Catherine Corlet, responsable de l'antenne du Conservatoire du Littoral, elle répondait à Étienne Cornec. Et puis des travaux sont prévus jusqu'en 2027 pour permettre aux oiseaux, mais aussi aux visiteurs de revenir sur ce site. Dans le reste de l'actualité, un homme blessé par arme blanche, 6 interpellations durant le défilé du carnaval à Cayenne. Ça s'est passé dimanche soir. À l'issue de la parade, un homme a été blessé par arme blanche sur le boulevard Nelson Mandela, touché à l'abdomen et au bras. Il a été pris en charge par les secours, mais ses jours ne sont pas en danger. La police a interpellé 6 personnes, dont 2 pour port d'armes blanches et 3 pour violence, dont 1 pour jet de barrière sur les forces de l'ordre. Un individu recherché a également été arrêté.
On ignore encore si l'auteur des coups de couteau fait partie des interpellés. En Martinique, la justice n'a pas dit son dernier mot dans l'affaire Petitot, tout comme ses avocats. L'affaire de l'intrusion de Rodrigue Petitot à la résidence préfectorale, déjà très médiatisée, s'apprête à connaître un nouveau rebondissement judiciaire. Après la condamnation du leader du mouvement contre la vie chère à 1 an de prison avec sursis le 24 janvier dernier, bien en deçà des réquisitions du parquet, 30 mois de prison, ce dernier a décidé de faire appel, estimant la peine insuffisante. En réponse, les avocats de Petitot ont déposé également un appel incident pour contester le jugement. L'affaire sera réexaminée par la Cour d'appel de Fort-de-France. Rodrigue Petitot reste en détention à domicile sous surveillance électronique, sauf nouvelle décision. Les professeurs et les parents de l'école élémentaire Vendôme s'organisent pour la continuité pédagogique. La distribution de livrets de devoirs scolaires se déroule depuis le début de la semaine à la maison de quartier de Bonhomme Serge Némouté à Cayenne, depuis la fermeture de l'école la semaine dernière en raison de travaux suite à un incendie puis à une inondation. Les professeurs s'organisent pour distribuer les devoirs aux parents d'élèves. Ces derniers viennent les chercher tous les jours quand ils le peuvent. Jean-Louis, par exemple, est père de famille d'une petite fille scolarisée en classe de CE2. Il doit réorganiser le quotidien de la famille. En tant que parent d'élève, c'est un peu compliqué. On a quelques attentes, un peu d'inquiétude par rapport au cursus scolaire. Et ça dure. On entend bien ce que demandent les professeurs concernant tout ce qui est dégradation, inondation et puis le départ de feu. Mais concernant les enfants, effectivement, c'est toute une organisation à avoir pour la garde. Actuellement, je suis en congé, je peux garder ma fille, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu compliqué. J'ai la chance que la tati peut la récupérer, peut la garder en ce moment. Il n'y a pas de problème concernant les jours précédents, mais effectivement c'est un peu problématique. Quand les enfants sont pas là, il faut voir avec peut-être la voisine ou avec la tati pour garder ma fille. On essaie de voir avec ce qui a déjà été fait, essayer de voir avec elle pour voir d'essayer de consolider les acquis. C'est plus le soir, on essaie de faire quelques devoirs de mathématiques, quelques devoirs de français, d'essayer de regarder, vérifier les règles de grammaire et tout, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, ils ont mis en place venir récupérer des devoirs, c'est pas mal comme support pour pouvoir essayer de voir un peu plus avec elle. Tout autre chose, Gernot Odang, un photographe qui veut éveiller les consciences. Cela fait maintenant plusieurs années que son travail est exposé un peu partout dans le monde, à Paris, aux Pays-Bas ou même à Miami. Né au Suriname dans les années 90, Gernot Odang a grandi à Kourou. Autodidacte, il a appris la photographie en solitaire. Ce sont d'ailleurs ces images des mobilisations de 2017 qu'il avait fait connaître en Guyane. Depuis, à travers ses photos, il interroge le lien qui continue d'exister entre le monde d'aujourd'hui et le passé, l'histoire et la tradition, en l'occurrence celle des Bushinengue et du marronnage, car la photographie, ce n'est pas que le reflet du réel, c'est aussi l'art de montrer ce qu'on en pense, ce que l'artiste voit et comprend du monde qui l'entoure. On écoute Gernot Odang. Je suis un peu un rebelle, je pense que je tiens cela de mes ancêtres marrons. L'idée première, quand j'ai commencé la photo, c'était de mettre la femme noire en avant. Je prenais beaucoup de personnes issues de ma communauté, parce que ça fait aussi partie de la revalorisation de soi et travailler sur l'estime de soi. Oui. Il y avait pas mal de stéréotypes autour de ces communautés-là. Donc, je me suis concentré sur l'histoire des marrons, l'histoire de moi-même. Je me suis recherché parce que, disons que j'étais un peu éloigné en quittant le Suriname de cet environnement. Donc, l'idée, c'était de ne pas me détacher complètement de cela, d'avoir cet attachement, d'apprendre chez les anciens, d'apprendre sur la spiritualité, chose qui est parfois diabolisée, et donc aussi de transmettre ces valeurs-là autour de moi. Gernot Odang, photographe, il répondait à Victor Zamit dans l'invité du 7h, une émission à retrouver sur les plateformes de streaming de Radio Pays. En foot, Nîmes Olympique tient sa seule recrue du mercato hivernal, Aaron Malouda, 19 ans, prêté par Lille jusqu'à la fin de la saison. L'ailier gauche, fils de l'ancien international guyanais Florent Malouda, espère apporter percussion et vitesse à une équipe en difficulté en Ligue 1. Séduit par la liberté offensive de Nîmes, l'international U19 français se dit prêt physiquement. Il pourrait être du déplacement à Rouen vendredi. Un profil rare dans l'effectif, souligne Sébastien Larcier, directeur sportif du Nîmes Olympique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info pays continue sur vos réseaux.